Donc Arnaud Benedetti, vous êtes professeur associé à la Sorbonne, historien, écrivain, et entre autres ouvrages, vous êtes l'auteur en fait d'entretiens avec Paul Racine. Donc c'est vous qui avez conduit les entretiens, et l'ouvrage s'appelle J'ai servi Pétain, le dernier témoin. C'est aux éditions du Cherche Midi. Et donc Paul Racine, qui était un secrétaire particulier du maréchal Pétain à Vichy, et qui a la particularité d'être qui était le dernier survivant en fait du le dernier membre encore vivant, je dis bien encore vivant puisqu'il nous a quittés en février de cette année 2016, le dernier membre encore vivant du cabinet du maréchal Pétain. Et il était jeune chargé de mission, placé auprès du secrétaire particulier du maréchal Pétain. Le secrétaire particulier du maréchal Pétain n'était autre que son médecin personnel, le docteur Ménétrel, qu'il a suivi d'ailleurs ensuite lorsque il a été ensuite amené par les Allemands en août 1944 à Sigmaringen. Le docteur Ménétrel, pas Paul Racine. Paul Racine, lui, oui, ensuite est resté à Vichy. On va parcourir sa vie. Et alors d'ailleurs, Paul Racine est mort très âgé. Paul Racine avait 101 ans. Voilà. Il était né en 1914. Donc on avait eu la joie de se retrouver pour fêter ensemble son centième anniversaire. Son centième ou son 101e anniversaire. Et chez lui. J'étais très ému d'être présent. Je ne me doutais pas du tout que ce serait le dernier, parce qu'il avait une bonne santé pour un homme de 101 ans, et surtout un esprit toujours aussi agile et alerte. Et c'était vraiment un grand plaisir de le rencontrer. Donc en tout cas, vous serez demain à la fête de la courtoisie, et à mon comptoir, il y aura également bien sûr Charlotte Dornelas, et puis vous pourrez retrouver Jean-Claude et Geneviève Antacli, que vous avez écouté lors de la dernière émission du mois de mai, et puis également Jean-Paul Tillemans pour son ouvrage À la rencontre des chrétiens de Syrie, et que vous entendrez tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec Charlotte Dornelas. Donc un beau comptoir bien rempli. Alors Arnaud Benedetti, comment vous est venue l'idée de ce livre? Comment avez-vous rencontré Paul Racine? Parce que moi, je le connaissais depuis un bon bout de temps, en fait plus de 10 ans, et ça faisait très longtemps qu'on lui disait Monsieur, pourquoi ne pas écrire vos mémoires? Et il rechignait toujours, en fait. Il n'était pas très motivé. Il se trouve que je l'ai rencontré à l'occasion d'un premier ouvrage que j'ai rédigé sur un préfet qui était engagé dans la résistance, mais qui avait été préfet de Vichy. Et à cette époque, qui n'était autre que mon oncle, Jean Benedetti, qui est mon grand-oncle d'ailleurs, qui avait été préfet de la Seine du général de Gaulle de 58 à 63. Et m'intéressant à ce parcours complexe, qui était un parcours qui cassait justement quelque part les schémas que l'on peut avoir sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'agissait d'un préfet qui avait été à la fois préfet de Vichy, qui avait prêté serment au maréchal Pétain et qui avait été déporté. Son parcours était tout à fait représentatif de la complexité de l'époque. Et menant cette recherche, à la fois dans les archives, mais aussi en essayant de rencontrer un certain nombre de témoins, un ami qui n'était autre que le filleul de Paul Racine m'a signalé donc Jean-Gabriel Parly qui signe une préface dans cet ouvrage, m'a signalé l'existence de Paul Racine, et il était en effet le dernier membre vivant, comme on l'a déjà dit, du cabinet du maréchal Pétain, et j'ai voulu l'interroger pour un peu comprendre à l'époque, alors que je menais cette recherche, le fonctionnement du cabinet du maréchal. Et l'écoutant, je me suis dit qu'il eût été dommage de ne pas pouvoir recueillir son témoignage, parce que son témoignage avait une grande valeur historique, dans la mesure où il avait été quand même l'un des plus proches du maréchal Pétain durant toutes ces années-là. D'accord. Et donc vous l'avez rencontré. Et ensuite, est-ce qu'il a été difficile de le convaincre de réaliser cet ouvrage, ou est-ce qu'il s'y est prêté de bonne grâce? Alors, je crois qu'il n'avait pas véritablement conscience, et c'est souvent d'ailleurs pour les gens qui ont vécu des histoires de ce type, de la valeur de son témoignage. C'est que finalement il considérait que son témoignage s'inscrivait dans la suite d'autres témoignages qui avaient déjà raconté cette histoire.
Or, il se trouve que, pour moi, son témoignage avait un intérêt triple. Premier intérêt, c'est, comme on l'a dit, qu'il était véritablement le dernier, encore une fois, membre vivant du cabinet du maréchal Pétain, que il avait vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est le deuxième intérêt, toutes les évolutions de la mémoire sur cette question de la Seconde Guerre mondiale. Parce que je crois que quand on aborde la Seconde Guerre mondiale, quand on aborde la période de l'occupation, et quand on regarde l'historiographie et la façon dont on traite ce sujet, on voit qu'il y a des mémoires successives qui non seulement d'ailleurs se succèdent, mais parfois, je veux dire, se cohabitent entre elles. Et c'était intéressant d'avoir le témoignage d'une personne justement qui avait vécu à la fois ces événements de l'intérieur au plus près, encore une fois, du maréchal Pétain, mais qui en plus avait connu ensuite l'après-guerre et les différents récits que l'on pouvait faire de la Seconde Guerre mondiale après-guerre. Et donc je trouve que cet aspect-là était extrêmement intéressant, c'est-à-dire d'avoir le témoignage à la fois d'un acteur, mais aussi d'un témoin de l'évolution du récit de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était le deuxième aspect. Et puis le troisième aspect, c'est que il incarnait, aux yeux de ce que j'avais déjà fait, moi, dans mon précédent ouvrage, toute la complexité de l'époque. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui exprimait manifestement un véritable attachement quasi filial au maréchal Pétain. Il y a chez lui une grande admiration pour ce personnage qu'il a suivi et qu'il a servi durant toutes ces années, et en même temps... Et qu'il n'a jamais renié. Et qui n'a jamais renié. Malgré son univers professionnel, parfois pas toujours oui, qui n'a jamais renié. Alors, on y reviendra. Et qui n'a jamais renié. Il faut reconnaître que les gens qui ont suivi Pétain et qui ont été dans l'entourage de Pétain ont rarement renié Pétain. Je veux dire, ils ont en général plutôt été assez droits dans leurs bottes. Le maréchal Pétain avait bien su s'entourer, qu'il avait choisi des gens de valeur et loyaux. En tout cas, on peut penser que les gens on peut penser que ces gens qui avaient vécu une époque d'une telle adversité avaient, disons, la colonne vertébrale suffisante pour résister aux pressions du temps, quel qu'il soit. Et Paul Racine faisait partie, en tout cas, avait ce type de caractère, et il était à la fois extrêmement attaché au maréchal Pétain, un attachement encore une fois très filial, et en même temps, c'était quelqu'un qui, lorsqu'on l'interrogeait sur cette période, manifestait des sentiments extrêmement germanophobes, extrêmement hostiles à l'occupant, et donc il révélait le portrait d'une époque forcément très complexe. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail, et c'est ce qui m'a intéressé aussi dans le travail précédent que j'ai fait dans un préfet dans la Résistance, c'est de saisir la complexité des engagements et de montrer que finalement l'histoire est beaucoup plus complexe que la manière dont on veut bien la raconter et dont certaines mémoires veulent bien la raconter. Et je trouve que Paul Racine, de ce point de vue-là, illustrait bien l'ensemble des complexités de l'époque. Oui, d'ailleurs, c'est un grand regret que j'ai, alors qui est compensé par le fait que je me réjouis de vous recevoir ce soir. Mais c'est vrai que je vous en avais parlé, un projet de recevoir Paul Racine à ce micro et de l'interroger. Et malheureusement, j'ai trop tardé puisque j'en parlais, j'y pensais depuis plus d'un an. C'est dommage parce que c'est un an et demi. Et voilà, en fait, il faut comme quoi il ne faut pas tarder à faire ce qu'on souhaite. C'est que malgré ses 101 ans, ses 100 ans et ses 101 ans, il s'est prêté de bonne grâce à l'exerce médiatique ensuite, qui consistait. Je me souviens d'un entretien sur BFM TV qui était pas facile, puisqu'évidemment il posait des questions un peu agressives et désagréables. C'était très bien défendu. Il ne se laissait pas déstabiliser. Voilà, il s'était très bien défendu. Et donc, alors il n'est plus là, malheureusement, mais je vous propose que vous nous évoquiez un petit peu sa vie qui est hors du commun. Alors tout d'abord, commençons par le début. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui était Paul Racine, quelles étaient ses origines sociales et familiales et géographiques même? Il est dans un milieu bourgeois de Provence, une famille industrielle. Un grand-père, si mes souvenirs sont bons, qui était représentant du comte de Chambord pour la Provence, mais une famille qui est à la fois attachée aux valeurs traditionnelles, mais qui est aussi extrêmement ouverte sur son temps, qui a une conception extrêmement sociale de l'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas foncièrement un conservateur. Il est politiquement, bien évidemment, c'est un milieu qui est plutôt
politiquement à classer du côté des conservateurs, mais qui a quand même un sens de l'innovation économique, de l'innovation sociale, qui fait que là aussi les choses sont un peu plus complexes. Paul Racine, c'est quelqu'un Donc il a grandi en Provence. Il grandit en Provence, c'est une fratrie, il a des sœurs, il a un frère qui sera le directeur de cabinet plus tard de Michel Debré en 1958, Pierre Racine, qui est conseiller d'État, qui est l'un des premiers, je crois le premier président de l'École nationale d'administration, le fondateur de l'École nationale d'administration, qui lui d'ailleurs durant la guerre va être prisonnier en Autriche. Donc là aussi, c'est pour montrer la diversité des engagements dans la famille. Ça pourrait presque nécessiter un ouvrage sur la saga de cette famille. Presque. Alors Paul Racine, c'est quelqu'un qui va ensuite monter à Paris, comme on disait à l'époque, pour poursuivre ses études. Des études de quoi? Alors, il va rentrer à l'École nationale des arts décoratifs. C'est quelqu'un Paul Racine, c'est un esthète. Il a un côté un peu fantaisiste, il aime l'art, il aime la peinture, il aime la musique, c'est un esprit à la fois léger et aérien, mais qui est quand même empreint d'une certaine gravité également, et d'une réflexion métaphysique aussi, religieuse, qui n'est pas négligeable. Et donc, il va poursuivre ses études à l'École nationale des arts décoratifs, et en même temps, il a le sentiment, et c'est là qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas seulement conservateur, qui est quand même assez ancré dans son époque, que la publicité, il le dit d'ailleurs dans le livre, va jouer un rôle très important dans la société. Et il s'inscrit également à l'école, c'est l'école technique, je crois, ou pour l'école technique l'école technique de publicité, ou l'école professionnelle des techniques de publicité. Donc il suit un double cursus. En même temps, il va faire son service militaire. Donc là, on est en quelle année? Alors là, on est en 38. Donc, il fait l'école des officiers de réserve en 39, et 1939 arrive la déclaration de la guerre. Alors c'est quelqu'un qui politiquement, dans toutes ces années-là, il le dit d'ailleurs dans l'ouvrage, est à la fois révulsé par l'incapacité du régime à se réformer, révulsé par l'instabilité parlementaire qui caractérise la Troisième République. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt engagé à droite, mais qui, par exemple... lecteur et admirateur de Charles Maurras. Alors il est très admirateur de Charles Maurras, très admirateur de l'Action française, mais il n'est pas membre de l'Action française. Ça semble pas son tempérament, en fait, l'engagement politique. L'engagement, il est distancié par rapport à l'engagement politique. Il a des convictions politiques. Et puis, je pense que vis-à-vis de l'Action française, le fait que l'Action française ait été excommuniée joue un rôle néanmoins dans le fait qu'il ne va pas rentrer au sein de l'Action française. Il le dit clairement, ça a été un drame pour nous, mais à partir du moment où l'Action française est en rupture, en tout cas semble être en rupture avec l'Église, à ce moment-là, Paul Racine ne suit pas l'Action française. Mais je crois que c'est pas véritablement. Alors pour les auditeurs de Radio Courtoisie, pour être bien précis, condamnation donc par Pie XI, oui. Qui fut vécu comme un drame par beaucoup de catholiques en France, et qui a été levé par la suite par Pie XII en 1939. En 1939, oui. Alors arrive 1939 justement. 1939, donc arrive la guerre. Paul Racine est engagé sur le terrain comme officier de réserve. Comme officier de réserve dans une compagnie de tirailleurs d'Afrique du Nord. Et sa troupe est engagée en Belgique. Et il dit d'ailleurs qu'il comprend absolument pas les ordres, qu'il trouve ça complètement absurde. Il trouve les ordres complètement ridicules, complètement grotesques, mais bon, il suit le mouvement, il est engagé en Afrique, il est engagé en Belgique, il traverse la frontière, et là il se heurte avec ses hommes aux Allemands. Il dit que les Allemands étaient bien
mieux armé qu'eux, oui. bien plus entraîné, mieux commandé. Oui, alors il relate un événement intéressant. Il relate son frère Pierre Racine, dont on parlait, était à ce moment-là membre du cabinet de Pomaré. Pomaré était ministre du Travail. Et Paul Racine relate un entretien 3 semaines après la déclaration de la guerre entre Daladier, Charles Pomaré, qui est ministre du Travail à l'époque, et Raoul Dautry, qui est ministre de l'Armement. Et Daladier réunit ses ministres, et Pierre Racine, le frère de Paul Racine, va assister à l'entretien. Et Daladier... À quel titre ? En tant que conseiller du cabinet de Pomaré. Il accompagne son ministre. Et Daladier, à un moment donné, pose la question, où en sommes-nous dans la préparation ? Et Pomaré se retourne vers Dautry, et Dautry, à ce moment-là, dit, écoutez, monsieur le président du Conseil, nous serons prêts, vraisemblablement, dans un an et demi. Alors que la guerre a été déclarée. La guerre a été déclarée. Et que le Parlement, vous évoquez ça, alors, parce que la guerre alors, n'a pas été approuvée par le Parlement, mais ils ont voté de tels crédits, c'est très la question de la constitutionnalité de la déclaration de la guerre est un débat encore aujourd'hui entre historiens et entre juristes. Mais enfin, on peut considérer quand même qu'à partir du moment où le Parlement vote sur une somme de crédits qui sont 10 milliards, oui à peu près, qui sont alloués aux forces qui vont être engagés, on peut considérer que, d'une certaine manière, le Parlement est parfaitement informé de ce qui va suivre. Et on peut considérer aussi, et ça c'est important, vous savez qu'il y avait un traité avec la Pologne qui faisait que si la Pologne était attaquée, la France devait porter assistance également. Donc, la question de la constitutionnalité de la guerre, je dois dire, n'est pas un vrai sujet en tant que tel. Par contre, la question de l'impréparation, là, des armées et de nos troupes à affronter la guerre est un vrai sujet. Mais comment l'expliquer avec de tels crédits ? Parce que je ne sais pas ce que représentaient 10 milliards de francs à l'époque, mais ça semble quand même une somme conséquente. Comment expliquer que ça... Je crois qu'on l'avait perdu. C'est-à-dire que pendant des années, il faut être clair, on sait les débats, qui étaient ceux de l'état-major. On sait que pendant que l'Allemagne se réarmait, la France, de ce point de vue-là, n'entretenait pas son armée, et il est clair que les années perdues n'ont pas pu être rattrapées. Est-ce que le gouvernement Blum n'avait pas fait des efforts Alors le gouvernement Blum, c'est ce qui explique d'ailleurs, c'est ce qui explique très justement et très honnêtement Paul Racine, c'est qu'en effet le gouvernement Blum s'est rendu compte au bout de quelques mois que, en effet, nous étions très en retard dans la préparation d'un éventuel conflit. Et c'est à ce moment-là que, disons, fin 36, début 37, que le gouvernement Blum a commencé à donner un certain nombre de moyens qui ont permis de rattraper une partie de ce retard, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, Paul Racine raconte cet épisode au sein du cabinet de Daladier, qui est très intéressant et qui illustre bien l'état d'impréparation qui était celui de l'armée française au moment de la déclaration de la guerre. Et donc Paul Racine se retrouve au mois de mai 1940, engagé en Belgique avec ses hommes. En disant qu'il ne comprend pas pourquoi on les fait avancer en Belgique. Il ne comprend pas pourquoi on les fait rentrer en Belgique. Pourquoi on n'a pas défendu le couloir entre la mer et la ligne Maginot. Exactement. Il se retrouve encerclé. Il se heurte à des troupes allemandes. Il est blessé, 4 balles. Il est laissé sur le terrain, quasiment pour mort, et il va être ramassé au bout de quelques jours par des troupes allemandes, et il va être fait prisonnier. Voilà, donc vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Donc dans cette première partie, je reçois Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, historien et écrivain, et qui a écrit avec Paul Racine, un livre d'entretien avec Paul Racine, J'ai servi Pétain.
Le dernier témoin. Alors exceptionnellement, cette émission a été pré-enregistrée, donc vous ne pouvez pas laisser de message au téléphoniste, mais cependant, je serai heureux de retrouver vos réactions par courrier ou par courrier électronique. Alors Arnaud Benedetti, donc vous nous disiez que Paul Racine avait été blessé et qu'il est resté assez longtemps sans soin, en fait plusieurs jours. Alors, ça a été déjà une épreuve. Oui, il est ramassé. Bon, il est ramassé assez rapidement quand même sur le terrain, mais il reste plusieurs jours néanmoins sans soin. Il est ensuite hospitalisé à Maastricht. Il se retrouve à Maastricht, donc aux Pays-Bas, et il est fait prisonnier par les Allemands. Il est rapatrié en Allemagne dans un premier temps, et il va être libéré au mois de fin décembre 1940, et il retrouve la France en janvier 1941. Est-ce qu'il décrit ses conditions de captivité ? Il considère que les conditions de captivité qui ont été les siennes étaient des conditions qui étaient relativement acceptables. Donc il ne se plaint pas de sa captivité. Il se plaint bien plus de la façon dont il a été préparé à la guerre que de sa captivité. Il considère que les Allemands, en tout cas pour ce qui le concerne, l'ont plutôt traité relativement correctement. Donc il se retrouve en France en janvier 41. Il retourne chez sa famille. Pourquoi est-il libéré ? Alors lui, il considère qu'il a été libéré parce que, étant blessé, les Allemands ne voulaient pas garder un certain nombre de gens qui étaient comme lui blessés et qui ne leur apportaient finalement que très peu de choses. Donc il est de retour en France. Alors c'est à ce moment-là qu'il décide en janvier ou février 41 de s'engager auprès du maréchal Pétain. Alors maintenant, c'est la question, c'est de savoir pourquoi il s'est engagé auprès du maréchal Pétain. Alors déjà, il cherchait du travail. Voilà, il cherchait du travail, bien évidemment, mais il se trouve que, familialement, il connaissait le maréchal Pétain. Le jeune capitaine Pétain, à Marseille, avait fait la connaissance de la famille Racine. Et avait séjourné chez eux. Et avait séjourné chez eux, donc c'était un ami de la famille. Et une de ses tantes va écrire au maréchal Pétain pour lui recommander son neveu. Et en plus, la famille était proche du docteur Ménétrel. Alors, la famille, non, la famille n'était pas proche du docteur Ménétrel. Non, la famille, c'est là qu'il va faire la connaissance. Paul Racine va faire la connaissance du docteur Ménétrel en se rendant en avril 41, donc muni d'une lettre de recommandation de sa tante, auprès du maréchal. Il rencontre le docteur Ménétrel et le docteur Ménétrel lui dit, écoutez, j'ai aujourd'hui deux chargés de mission. Il y en a un qui fait pas l'affaire, dont je vais me séparer. Quelqu'un de ma région que je conserve, qui est Charles Goudard, dont il parle d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'ouvrage, et il décide. Alors il dit, je vais pas vous proposer un travail très intéressant. Vous allez répondre à du courrier, notamment du courrier venant des prisonniers. Et Paul Racine, bien évidemment, accepte cette mission. Et dès le jour même, d'ailleurs, Paul Racine va déjeuner, il l'explique dans le livre, à la table du maréchal Pétain, puisque le bureau du docteur Ménétrel jouxtait juste le bureau du maréchal Pétain, et à la fin de l'entretien, le docteur Ménétrel se rend dans le bureau du maréchal Pétain et fait entrer dans ce bureau Paul Racine, qui à ce moment-là rencontre le maréchal Pétain, et quelques minutes plus tard, le maréchal Pétain, le docteur Ménétrel et Paul Racine déjeuneront ensemble avec d'autres convives. Voilà comment se passe l'entrée dans la vie active à ce moment-là de Paul Racine. Mais alors qu'il n'était pas très engagé politiquement avant la guerre, comment expliquer qu'il ait voulu travailler dans ce domaine-là, en fait, directement auprès du chef de l'État, au-delà des liens familiaux qui... il n'était pas engagé, il avait quand même quelques convictions dont on peut considérer qu'elle rencontrait à ce moment-là le système de valeurs prôné par la Révolution nationale. Il le dit quand même dans l'ouvrage. Le maréchal Pétain, en tout cas c'est son point de vue, a soulevé, après la débâcle de juin 40, et à partir de son accession au pouvoir, à partir notamment du 10 juillet 1940, lorsque les pleins pouvoirs sont votés
par l'Assemblée, il faut le rappeler, l'Assemblée de la Troisième République, l'Assemblée du Front Populaire, qui va voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il dit qu'il y a un élan qui s'est soulevé à ce moment-là dans le pays, en pensant véritablement que le maréchal Pétain allait être capable de mener les réformes que les régimes de la Troisième République n'avaient pas été capables de mener. Donc il y a une aspiration profonde, véritablement, chez lui, qui le fait s'engager auprès du maréchal Pétain. Mais je crois que fondamentalement, d'ailleurs, il le dit dans le livre, c'est plus la personnalité du maréchal Pétain, plus ce que le maréchal Pétain véhicule comme valeur individuelle, qui va le pousser à s'engager auprès de Pétain, bien plus que les thématiques de la Révolution nationale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se dit beaucoup plus maréchaliste que pétiniste. Et ce distinguo n'est pas négligeable, parce que le maréchalisme, c'est une forme d'adhésion à la personnalité du maréchal, mais ce n'est pas automatiquement une adhésion à toutes les valeurs qui seront celles du pétinisme, en tout cas celles qui seront portées par la Révolution nationale. Et là-dessus, il est très clair, il est très explicite, il le dit. Donc quand vous dites la personnalité du maréchal, c'est le grand soldat. C'est le grand soldat. Vainqueur de Verdun. C'est le vainqueur de Verdun. C'est l'homme d'honneur. C'est l'homme qui a rétabli le moral des troupes en 1916. C'est l'homme qui a permis de tenir à Verdun. C'est l'homme qui était près de ses soldats. Donc c'est tout ça qui motive. C'est l'homme qui déclare se donner à la France dans cette stratégie sacrificielle. Dans une situation difficile. Et alors, est-ce que il s'attarde pas mal sur il évoque la composition du cabinet du maréchal. Est-ce que tous les membres, en tout cas la majorité des membres, étaient dans cette optique-là, ou est-ce que d'autres étaient plus politiques? Je crois qu'il faut bien comprendre que, d'abord, Vichy n'est pas monolithique, clairement. C'est-à-dire que Vichy, c'est une concentration de courants politiques extrêmement divers, de personnalités extrêmement différentes, et où l'on va retrouver un concentré de tout ce qu'a été quasiment la vie politique avant la guerre. Vous allez trouver des gens qui sont plutôt des technocrates, qui ont envie de réformer l'État. C'est l'apogée notamment dans le cabinet flandrin. Oui, alors ce qu'on va trouver dans le cabinet flandrin, mais pas seulement, quelqu'un comme Bichelon par exemple, qui est major de l'X, qui va être secrétaire d'État à la production, plutôt appartient à ce courant-là. Pensant que sous l'occupation et que sous la botte de l'occupant, on peut réformer le pays. C'est quand même une question, en tout cas, qu'on peut poser. Est-ce que c'est possible ? En tout cas, c'est la question. Eux ne se posent pas la question. Ils en sont à peu près convaincus. Vous avez le courant maurassien qui se retrouve également, qui est plutôt incarné par quelqu'un, même si je crois pas qu'il ait été tout à fait membre de l'Action française, mais qui en était très proche, qui est Alibert. Qui a été ministre de la Justice. Qui va être ministre de la Justice et qui va être le rédacteur du fameux statut d'octobre 1940, statut des Juifs. Vous avez des gens qui sont issus tout simplement du radical socialisme. C'est Pierre Laval. Mais alors là, vous parlez du gouvernement. Alors je parle du gouvernement, mais le cabinet. Mais dans le cabinet, c'était à l'image du gouvernement. Mais le cabinet est à l'image du gouvernement. Vous avez des gens qui viennent de tous les horizons politiques de la Troisième République. Donc je crois que c'est ce qui fait... C'est tellement mimétique que dans la Révolution nationale, il y avait cette espèce ou dans les maréchalismes même, il y avait cette espèce d'exaspération contre la valse des cabinets ministériels sous la Troisième République, liée au parlementarisme, qui en fait vont... Oui, qui vont reproduire. Mais voilà, ils vont reproduire. Alors, il n'y a plus le parlementarisme, mais finalement, les cabinets succèdent à une vitesse quand même accélérée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est détonnant avec Vichy, c'est que Vichy reproduit le même grenouillage que la Troisième République, sans le système parlementaire. Mais avec le même personnel. Alors, avec le même personnel, oui, peu ou prou. En tout cas, avec un personnel très proche. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a à Vichy, en effet, des points de vue très différents qui vont s'affronter. Et en fin de compte, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui, je crois, caractérise et ce qui fait que ces gens ont un point commun, fondamentalement, c'est l'attachement au maréchal. Ça c'est clair, à la personnalité du maréchal. Ils considèrent que la personnalité du maréchal est la personnalité qui peut limiter la casse dans l'épreuve que la France traverse. Et ils sont tous profondément empreints d'un fort sentiment germanophobe. Ils sont profondément
anti-allemand. Et ça, c'est très intéressant parce que on peut considérer à gros traits, quand on survole cette histoire, que finalement, ces gens qui, pour quand même un certain nombre d'entre eux, vont s'engager dans une politique de collaboration avec l'occupant, le font, j'allais dire, avec conviction. Non, ils ne le font pas avec conviction, ils le font en pensant qu'ils vont limiter la casse par rapport à la pression de l'occupant. Et ça, je crois que c'est un point très important, c'est à la fois l'attachement au maréchal et la germanophobie qui caractérise de manière très forte la composition de cet entourage. En tout cas, de cet entourage au début, puisque après, alors ça va évoluer. Dans le cabinet ministériel, on parle de 40-41. Voilà, ouais, il décrit, et lui d'ailleurs, son aversion pour les collaborationnistes. Oui, alors les plus collaborationnistes d'ailleurs ne se trouvent pas à Vichy. Oui, ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Et le vrai d'ailleurs le tournant de la collaboration, c'est l'entrée des ultras à partir de 44. C'est quand vous avez Darnan qui rentre, c'est quand vous avez Henriot et quand vous avez Déa. Donc à ce moment-là, vous avez en effet les milieux les plus collaborationnistes qui vont rentrer au sein du gouvernement. Et d'ailleurs, Paul Racine décrit... il s'en indigne. Il s'en indigne, mais bon, il considère qu'à ce moment-là, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors dans cette reproduction un peu du personnel dans ce mimétisme avec la Troisième République, il y a un passage qui est intéressant, c'est l'entretien avec le comte de Paris, l'entretien du maréchal avec le comte de Paris. Donc Paul Racine y a assisté. Alors non, Paul Racine n'y a pas assisté, mais le docteur Ménétrel, qui était sans Montaure, y a assisté et lui a raconté l'entretien. L'entretien ne va pas très bien se passer entre le comte de Paris et le maréchal Pétain, parce que le comte de Paris, d'une certaine manière, vient chercher une onction, en tout cas donne le sentiment de venir chercher une onction, que ne va pas lui accorder le maréchal Pétain. Il fera la même chose avec De Gaulle. Oui, il fera la même chose avec De Gaulle quelques mois plus tard. Le maréchal va lui dire, écoutez, de toute façon, j'ai été porté à la tête de l'État par un régime qui est un régime républicain, et il ne peut pas en être autrement. Le régime républicain contre lequel le maréchal n'a jamais rien eu, puisqu'il a non, mais d'ailleurs Blum avant-guerre considérait qu'il était le plus républicain de nos généraux, en parlant du maréchal Pétain. Donc là-dessus, il n'y a pas une hostilité à la République de la part du maréchal, pas du tout. Mais il est clair en tout cas que, pour en revenir donc à votre question, le comte de Paris, lui, va repartir très amer de cet entretien. Et va considérer globalement que finalement ce régime de Vichy n'est que compromission et intrigue. C'est ce qu'il dit, je crois, dans une note. Médecine. Oui, médecine, ça c'est pour le docteur Ménétrel. Il parle de compromission et d'intrigue, et donc l'entretien, en tout cas, du comte de Paris avec le maréchal Pétain va laisser au comte de Paris une très grande amertume. Et alors donc Paul Racine, durant tout son service à Vichy, donc avril 41 jusqu'à 44, donc pendant un peu plus de 3 ans, ça a été exclusivement de répondre aux lettres des prisonniers. C'est un peu plus compliqué. Le rôle alors au début, c'est bien évidemment de s'occuper uniquement du courrier des prisonniers, mais ensuite il va s'occuper de la politique. En direction des prisonniers. Et il faut quand même savoir, et ça c'était quelque chose qui pesait, un paramètre qui pesait lourdement sur les gouvernements qui se sont succédés à partir de 1940, c'est qu'il y a 1,5 million de nos compatriotes qui sont prisonniers en Allemagne. Enfin, fait prisonniers par les Allemands. Pas tous en Allemagne, mais fait prisonniers par les Allemands. Qu'avec la débâcle de mai-juin 40, il y a eu d'abord énormément de morts. 100 000 morts. Voilà, ce qui en fait... ce qui est terrible. En comparaison, c'est plus que Verdun, en fait. C'est beaucoup plus que Verdun. D'ailleurs, il le dit, Paul Racine le dit, que c'est pire qu'au pire jour de Verdun. Tout à fait. Alors, il y a des civils. Plus d'1 million. Il y a des civils, mais on peut considérer qu'il y a au moins 80 000 militaires, ce qui est considérable. Il y a eu un engagement. Donc, ce qui montre bien que la France s'est battue, que l'armée française s'est battue. On s'est battu, mais pas de manière, disproportionnée par rapport aux moyens qui étaient déséquilibrés, par rapport aux moyens qui étaient ceux des Allemands.
Et donc plus d'1 million de prisonniers. 1,5 million de prisonniers. Donc il est clair qu'il s'agit quand même d'un facteur, d'un moyen de pression considérable, en tout cas qui est perçu comme tel, par le gouvernement de Vichy. Donc l'un des soucis, en tout cas à ce moment-là, du maréchal Pétain et de son entourage, c'est de gérer la question des prisonniers. Et gérer la question des prisonniers, ça veut dire réussir à en faire libérer autant que faire se peut, ce qui sera extrêmement difficile. Donc les libérations se feront toujours au compte-gouttes, et une fois qu'ils sont libérés, il s'agira de reclasser les prisonniers. Et il y a toute une bataille qui va se livrer autour de ce qui va être créé, c'est-à-dire le commissariat général aux prisonniers. Il y a un commissariat aux prisonniers qui est une structure de type ministériel, une administration centrale qui est créée, qui est à Vichy, et qui va être l'objet d'une lutte farouche entre les partisans du maréchal Pétain et notamment Pierre Laval. Pierre Laval veut faire du commissariat un instrument au service de sa politique, pour engager encore plus la France dans la voie de la collaboration, ce à quoi s'oppose à ce moment-là le maréchal Pétain et Paul Racine, bien évidemment, dans la lignée à la fois du maréchal et du docteur Ménétrel, va jouer un rôle qui n'est pas négligeable pour contrecarrer les efforts, en tout cas de l'entourage de Laval, afin d'instrumentaliser le commissariat comme un outil au service de la politique de collaboration. Et comment est-ce que Paul Racine analyse cette volonté de Pierre Laval d'aller plus loin dans la collaboration? C'est extrêmement intéressant, et c'est là qu'on voit que le témoignage de quelqu'un comme Paul Racine est sur le plan de l'historiographie, sur le plan de la mémoire, fort d'enseignement, parce que il est extrêmement honnête, justement, dans l'expression de ses sentiments. Il dit « J'étais fortement opposé à Laval à ce moment-là. Aujourd'hui, mon opinion sur Pierre Laval a considérablement évolué. Pierre Laval a fait, dit-il, le sale boulot, sans être pro-allemand, selon lui. Il considère que l'erreur de Pierre Laval, c'est d'avoir considéré que le rapport de force que les Allemands avaient imposé à l'Europe allait durer dans le temps, et que donc il fallait, d'une certaine manière, là aussi limiter la casse et installer la position de la France dans ce nouveau rapport de force. Parce que Laval pensait que l'Allemagne allait gagner la guerre, globalement. Et jusqu'à quand a-t-il pensé ça ? Est-ce qu'on le sait ? On peut considérer qu'en tout cas, au moment où il revient au pouvoir en 1942, puisqu'il y a un premier gouvernement Laval en 1940, il est débarqué en décembre 1940 par Pétain. C'est à ce moment-là qu'il y a Flandin. Ensuite, après l'épisode Flandin, il y a Darlan qui prend les rênes. Darlan qui va donner d'ailleurs une impulsion plus collaborationniste, lui déjà dans un premier temps, notamment avec la signature des protocoles de Paris en mai 1941. Et ensuite, Laval revient, imposé par les Allemands, en 1942. En tout cas, le discours de Laval de 1942... Est-ce que Darlan a poursuivi cette politique collaborationniste tout au long de son ministère, qui n'a même pas duré 1 an, mais où est-ce qu'on sent aussi des différentes inflexions ? C'est très compliqué parce que Darlan, néanmoins, quand même négocie les protocoles de Paris. Les protocoles de Paris, qu'est-ce que c'est ? C'est des protocoles qui sont signés en mai 1941, sous l'impulsion notamment de l'un des principaux conseillers de Darlan, qui n'est autre que Jacques-Benoît Méchain, qui lui considère également que l'Allemagne a gagné la guerre et qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. Et les protocoles de Paris... permettent en tout cas aux Allemands de disposer d'un certain nombre d'accès en Syrie, en Tunisie, et en échange, il s'agit de permettre à l'armée d'Afrique de pouvoir éventuellement se reconstituer en partie, de desserrer un peu la ligne de démarcation, de libérer un peu plus de prisonniers. Mais clairement, la politique de Darlan est une politique qui est marquée par un sentiment qui est lui, qui n'est pas la germanophobie, mais qui est l'anglophobie. Darlan est anglophobe déjà bien avant la guerre. Par nature, puisque c'est un marin. Oui, alors c'est un marin, mais en plus, non, mais il a participé aux conférences navales de l'entre-deux-guerres où il considère que les Anglais ont roulé dans la farine, et il n'a pas tout à fait tort, les Français, sur la question des tonnages, et ont permis notamment la reconstitution d'une marine allemande. Et là-dessus, le regard que porte Darlan sur ces épisodes n'est pas tout à fait dénué de bon sens. Donc, et puis il y a eu l'épisode de Mers el-Kébir entre-temps, le 3 juillet 1940, il ne faut pas l'oublier.
Où l'Angleterre a coulé la flotte. Où la marine anglaise va couler la flotte française à Mers el-Kébir, avec plus de 1200 marins qui sont tués à ce moment-là. Donc, il y a un fort sentiment anglophobe chez Darlan, et il y a quand même, dans la période et dans la séquence Darlan, le sentiment quand même que le curseur va dans un sens plus poussé de la collaboration. Et d'ailleurs, le docteur Ménétrel, qui est encore une fois le mentor de Paul Racine, s'oppose lui profondément aux visées de Darlan. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Darlan considère que... alors Darlan qui est intéressant comme personnage, parce que c'est un personnage qui est un marin, dont le père était ministre radical socialiste sous la Troisième République, qui a été protégé par Georges Lègue, notamment, président du Conseil, grand ministre de la Marine. On considère d'ailleurs que Darlan est plus un officier de marine de cabinet ministériel, que ce qui est très exagéré d'ailleurs, parce que Darlan, en plus, ça fait une très belle guerre. Mais enfin bon, il y a tout un ensemble de critiques qui courent sur Darlan, et ce qui est sûr, c'est que Ménétrel, lui, est très opposé à Darlan, et ce qui prouve que le cabinet du maréchal Pétain est dans une position plutôt très réservée vis-à-vis de la politique que mène Darlan. Mais Darlan leur rend bien. Darlan considère par exemple que Ménétrel, il le dit, je crois quelque part, Ménétrel c'est un anglophile, proche des gaullistes et réactionnaire. Intéressant, là encore une fois, sur les tensions qui existent à l'intérieur de ce régime. Mais en tout état de cause, on peut considérer que Darlan a déjà donné un premier coup d'accélérateur à la politique de collaboration en 1941. Et alors, quelle était la perception par Paul Racine, je change un tout petit peu de sujet, de la politique de Vichy, du maréchal Pétain, ou en tout cas du régime, vis-à-vis des Juifs, puisque c'est notamment la question qui lui a été posée lors de la sortie du livre par BFM TV. Alors, c'est la question la plus difficile, parce qu'aujourd'hui, c'est la question qui est inévitable dès qu'on reste vive dans la mémoire, et qui, bien évidemment, oriente profondément le regard sur cette période. D'abord, Paul Racine n'est pas antisémite, clairement. Il le dit. Et il l'explique déjà via son catholicisme. Il dit que c'est incompatible. Son catholicisme rend incompatible avec l'antisémitisme. Tout à fait, est incompatible avec l'antisémitisme. Son point de vue, c'est que globalement, le régime, et c'est son point de vue, a permis mécaniquement la protection de la majorité des Juifs. C'est que l'existence d'un État français avec une administration a permis cette protection. Et que si, certes, 70 000 Juifs ont été déportés, la majorité des Juifs en France ont pu être protégés. Et s'ils l'ont été, dit-il, c'est pas seulement grâce au réseau d'entraide qu'a pu susciter la société civile, pas seulement au réseau d'entraide qu'ont pu susciter les catholiques ou les protestants, pas seulement au réseau d'entraide que les juifs ont pu susciter entre eux, également, à travers par exemple des organisations comme l'OSE, l'Office de secours des enfants, mais c'est parce qu'il y avait une administration qui, à un moment donné, faisait écran entre la société civile et l'occupant. Voilà, aujourd'hui, le point de vue qui était celui de Paul Racine. C'est un point de vue qui peut se discuter, mais c'est un point de vue qui, malgré tout, mérite d'être analysé et d'être étudié en comparaison d'autres situations historiques du même type. Il suffit de voir le traitement des Juifs, à la même époque, bien sûr, le traitement des Juifs à la même époque en Belgique ou aux Pays-Bas. Donc, il est clair que l'administration, malgré tout, a vraisemblablement amorti le choc. Et pour une raison qui est simple, d'ailleurs, moi je l'ai étudié lorsque j'ai fait mon premier livre sur un préfet dans la résistance, c'est que, tout simplement, les fameuses listes, étaient dans les préfectures. Et que beaucoup de préfectures, en tout cas beaucoup d'employés des préfectures, d'agents des préfectures, ont prévenu. Et ont permis à un moment donné de préserver et de protéger ces populations.
Et alors il a des mots assez durs en fait vis-à-vis de cette politique antisémite, en disant que, bon, d'une part, que selon lui, elle ne correspondait pas à la pensée du maréchal. C'est ce qu'il dit. Certainement pas celle de Laval aussi. Oui. Je crois qu'on peut dire que Laval n'était pas fondamentalement antisémite. Il n'était pas antisémite, Laval, clairement. Il a mené une politique qui était une politique qu'il considérait une politique nécessaire à ce moment-là, sous la pression qui était celle de l'occupant. Mais il n'y avait aucun relais antisémite chez Laval. Chez Pétain, c'est peut-être plus discutable, même c'est malgré ce que dit Paul Racine. Mais ce que dit Paul Racine sur l'antisémitisme, il dit que de toute façon, le pays, malgré tout, il y avait un fond antisémite dans le pays, mais comme dans d'autres pays d'Europe. Donc, il y avait un facteur culturel qui existait. Et notamment, il rappelle que ces lois viennent du ministre de la Justice. Donc, Alibert, voilà. Il dit que l'influence maurassienne là-dessus n'a pas été neutre. Et en tout cas, sur cette politique antisémite, lui, il dit que c'est vraiment une tâche, pour lui, la tâche du régime de Vichy. C'est pas l'armistice qui, pour lui, est tout à fait, mais c'est la politique juive et il dit que c'est ce qui entache, je cite, je pense que c'est ce qui entache désormais fondamentalement le jugement que l'on peut porter sur Vichy, c'est cette question-là, ce n'est pas le fait de l'armistice, c'est le sort des Juifs. C'est en tout cas ce qu'il dit avec force. Il condamne de manière très nette et très catégorique et sans ambiguïté aucune la politique antisémite du régime. Et il rappelle en effet à juste titre qu'aujourd'hui, ce qui pèse dans la condamnation historique et morale et mémorielle du régime, c'est bien cette question-là. Et d'ailleurs, il dit, alors ça c'est très intéressant aussi, qu'il ne savait pas, il savait qu'il y avait des lois anti-juives, etc., mais il nous dit qu'il n'avait pas connaissance de l'extermination, des persécutions, etc. Non, clairement, oui. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il dit que la résistance gaulliste n'a pas levé le petit doigt, selon lui, je cite, sur le quant au sort des populations juives. Non, mais c'est pas une priorité. Bon, la résistance, d'abord la résistance, là aussi, la résistance n'est pas monolithique. Comme Vichy n'est pas monolithique, la résistance n'est pas monolithique. Il y a des antisémites dans la résistance. Faut pas l'oublier. Il y avait des gens qui étaient antisémites et qui étaient résistants. Ça a été une réalité. Mais ce qui est clair, c'est que la résistance, l'agenda politique de la résistance à ce moment-là, c'est quoi? C'est 1, la libération du pays, 2, la reconstruction. Donc la question de la persécution des Juifs est une question qui, pour eux, est périphérique. C'est pas une question essentielle. Et d'ailleurs, Soustelle, qu'on ne peut pas, taxer de tiédeur gaulliste à ce moment-là, en tout cas, disait les Juifs, ce n'est pas notre problème en ce moment. Ce n'est pas notre problème. Donc, ce qui voulait bien dire, quelles étaient les priorités de la résistance dans ces années-là. Alors on va un petit peu avancer dans le temps puisque le temps avance et donc il ne reste plus tellement de temps avant la fin de l'émission et arriver vers la fin de Vichy et notamment l'année 44 où on voit l'accentuation de la collaboration et avec notamment l'entrée des ultras comme ils les appellent dans le gouvernement. Avec notamment Déa, Henriot. Doriot. Non, Doriot ne rentre pas. Voilà. Mais Henriot et... Henriot, Déa et Darnan. Voilà, Darnan, pardon. Les 3D, parce qu'il y avait, je pensais à celui qui ne rentre pas. Et notamment, il parle de la milice. Et Paul Racine dit que pour lui, la milice fut une erreur. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ce point ? Oui, clairement, il le dit. Il condamne les actions de la milice. D'ailleurs, le maréchal Pétain a condamné les actions de la milice dans un courrier à l'été 44, envoyé à Darnan. Darnan qui a très mal pris ce courrier. D'ailleurs, Darnan a dit il eût fallu me dire un peu plus tôt que j'étais une tache sur l'histoire de France. Darnan qui était un grand soldat par ailleurs, qui a été un grand combattant en 14 et qui a été un grand combattant aussi en 1940. Paul Racine condamne la milice, il considère que la milice s'est faite, et à juste titre,
l'organe supplétif des Allemands, et que, en l'occurrence, le combat qu'ils ont mené était un mauvais combat. Donc encore une fois, les jugements, je veux dire, de Paul Racine sur les actes aujourd'hui les plus condamnables du régime et de cette époque sont clairs, nets et explicites. Ce qui ne veut pas dire que Paul Racine ne reste pas fidèle à la mémoire du maréchal Pétain. Ça, c'est autre chose. Oui, mais il distingue bien les deux, puisque notamment il dit « Je pensais que tout ce qui était favorable aux Allemands était défavorable au maréchal ». Et après, il raconte qu'au printemps 44, il y a eu une vague d'arrestations contre l'administration française, y compris même au sein du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre, du président du Conseil, Laval. Mais ce qui est très intéressant dans le témoignage de Paul Racine, c'est qu'il dit quelque chose que l'on sait déjà, mais il le dit avec force, c'est que il y avait une porosité entre certains milieux de la résistance et le régime de Vichy. Il y avait des échanges, il y avait des dialogues au sein même du cabinet du maréchal Pétain. En effet, vous avez des gens comme De Chalvron en 1944 qui a été arrêté, qui est à la tête du réseau de noyautage. Non, mais De Chalvron, lui, était un résistant. Oui. Bousquet, on peut pas dire qu'il soit résistant. De Chalvron est vraiment résistant. Il est membre du cabinet du maréchal Pétain. Il est membre du noyautage des administrations publiques. Il est arrêté. Estève, en 43, est arrêté. Et d'ailleurs, Jacques Dechaise est arrêté et tué par les Allemands. Paul Racine se dit quand De Chalvron est arrêté, il est même pas surpris. Il dit De Chalvron était anti-allemand, il est arrêté, il faut pas s'en étonner. Il faut pas s'en étonner, clairement. Et des préfets vont être arrêtés. Il y a une vague de préfets, une vague d'arrestations de préfets à partir de mai et juin 1944, qui vont être arrêtés parce que ces préfets, pour la plupart, appartiennent au noyautage des administrations publiques. Donc tout ça pour montrer que, d'une certaine manière, à l'intérieur même du régime, il y avait des gens qui pouvaient avoir une action en faveur de la résistance. Et d'ailleurs, à commencer par François Mitterrand, dont on n'a pas parlé, mais qui était à ce moment-là, lui, membre, en 1943, du commissariat aux prisonniers. Et aussi, on le voit par exemple avec les chantiers de jeunesse, donc qui étaient en fait ou l'école des cadres du Riage. Voilà, donc aussi, c'était du Noyer de Segonzac, c'est ça, qui s'occupait de l'école des cadres, et puis du Moulin de la Barthette. Non, du Moulin de la Barthette était le directeur du cabinet civil. Alors, le Moulin de la Barthette, c'est un personnage très intéressant, dont d'ailleurs Paul Racine parle. C'est un inspecteur des finances qui avait fait la connaissance du maréchal Pétain lorsque le maréchal Pétain était ambassadeur à Madrid, en Espagne, et qui va devenir son directeur du cabinet civil et qui va avoir une influence extrêmement importante, en tout cas jusqu'à 1942, puisque au retour de Laval en 1942, les Allemands demandent le limogeage du Moulin de la Barthette. Et d'ailleurs, Racine raconte cet épisode qui est tout à fait extraordinaire où il croise du Moulin de la Barthette dans les couloirs en train de claquer la porte du maréchal Pétain et de dire « Regardez-moi Racine, vous pourrez dire que vous m'avez vu avec un écriteau dans les fesses, viré par les Boches ». Et du Moulin de la Barthette a été véritablement viré à la demande des Allemands au moment du retour de Laval et il sera ensuite nommé en Suisse. Alors vous écoutez les Radio Courtoisie, le livre-journal de Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, historien et écrivain, et qui est l'auteur d'un livre d'entretien avec Paul Racine, J'ai servi Pétain, le dernier témoin, aux éditions Le Cherche Midi, et qui sera présent demain à la fête du livre de Radio Courtoisie, d'abord au comptoir de Philippe Conrad, et ensuite à mon comptoir. Donc vous pourrez acheter cet ouvrage et d'autres encore, et notamment je crois que vous aurez un préfet dans la résistance qui sera en vente et l'ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles, dont vous avez parlé dans l'émission de Philippe Conrad il y a quelques semaines, et tout à fait. que j'avais écouté et qui était une émission passionnante. Donc c'est trois ouvrages indispensables, chers auditeurs, que je vous invite à acquérir demain. Donc dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais évoquer la toute fin de Vichy, en fait, avec le débarquement en juin 44, et donc Paul Racine est toujours à Vichy à ce moment-là. Comment vit-il ce débarquement? Alors après, il y a la tournée triomphale du maréchal Pétain à Paris et dans quelques autres villes, et puis ce débarquement. Alors comment est perçu tout ça à Vichy? Est-ce qu'il accompagne le maréchal dans sa tournée?
Non, il ne va pas l'accompagner dans sa tournée, mais le docteur Ménétret, lui, accompagne le maréchal dans sa tournée. Par exemple, en avril 1944, quand le maréchal Pétain vient à Paris, Paul Racine ne l'accompagne pas. Paul Racine, d'ailleurs, n'est venu qu'une fois à Paris, durant toute la guerre. Il est venu en juillet 1943, lors d'une réunion, justement, consacrée aux prisonniers. Organisé Salvagram. Il en parle d'ailleurs et il dit, il raconte la révulsion qui a été la sienne lorsqu'il a vu les drapeaux à croix gammée sur les Champs-Élysées. Écoutez, quand il évoque le débarquement, il dit ça a été un moment d'espoir. Ça a été un moment d'espoir, c'est-à-dire que... Et alors avant qu'on parle du débarquement, est-ce qu'il s'attendait, est-ce que le cabinet, est-ce que le maréchal s'attendait à ce triomphe lors de la visite à Paris Vous savez, le fait est que quand on lit par exemple les rapports des préfets, c'est extrêmement intéressant de lire les rapports qui sont ceux des préfets durant cette période, sous l'occupation. On se rend compte une chose, c'est que la personnalité du maréchal Pétain reste, je ne vais pas dire extrêmement, mais assez populaire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'opinion publique dissocie profondément la personnalité du maréchal du régime. Autant celle de Laval est extrêmement critiquée, est extrêmement contestée, mais la personnalité du maréchal reste d'une certaine manière sanctuarisée par l'image du maréchal. Et je me demande si c'est pas quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, parce que je vois actuellement en Syrie, c'est exactement ça qu'on retrouve. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, mais bien souvent, on voit que la personnalité du président est complètement sanctuarisée par la population, alors même que le régime est souvent... dans des événements exceptionnels. Très rejeté, oui, voilà. Dans des événements d'une exceptionnelle densité, comme ceux qui ont été vécus durant ces années-là, c'est possible. Mais je crois que le maréchal Pétain était d'une certaine manière préservé par l'image du grand soldat qu'il avait été aussi. Et d'ailleurs, on se rend compte que finalement, la vraie rupture, même avec Vichy, avec le régime, elle se fait surtout à partir de 1943. C'est-à-dire qu'au moment de l'instauration du STO, du service du travail obligatoire, où là, clairement, l'opinion commence à se défier fortement du régime. Mais la personnalité du maréchal Pétain reste très populaire quasiment jusqu'au bout. Donc ce n'est pas fondamentalement une surprise pour le maréchal Pétain que l'accueil qu'il va recevoir à Paris et dans d'autres villes de France à ce moment-là. Et donc comment est reçu le débarquement de juin 1944 Au cabinet ? Au cabinet. Tel que le raconte en tout cas Paul Racine, pour eux d'abord c'est pas une surprise. Ensuite c'est quelque chose auquel ils s'attendaient. Pour Paul Racine en tout cas, pour parler de Paul Racine, il le reçoit avec un grand espoir. Et ensuite avec... Et le maréchal alors le maréchal a toujours considéré que de toute façon, alors ça il le dit dès le début, que les Américains rentreraient dans la guerre. Il le dit d'ailleurs, il dit les Américains rentreront tôt ou tard dans la guerre et ils constitueront vraisemblablement le facteur décisif qui fera basculer cette guerre. Parce qu'il faut jamais oublier que le maréchal Pétain, en 1914 avait à partir de 1916 eu à collaborer avec les Américains, était très américanophile, très ami du général Pershing par exemple. Et donc il considérait que l'entrée des Américains se ferait dans la guerre tôt ou tard. Et donc, il continue à avoir des relations. Et il continue à avoir des relations. Il y a une ambassade auprès de Vichy. Donc, le lien jusqu'à 42, jusqu'à la fin de 42. Puisqu'à partir de 42, l'invasion de la zone libre. Donc à ce moment-là, l'arrivée en tout cas des Américains et des Alliés sur le sol français au moment du débarquement est perçue en tout cas par Paul Racine et par son entourage et par l'entourage du maréchal Pétain comme un moment en effet si ce n'est d'exaltation, mais en tout cas de soulagement aussi. Alors très rapidement, puisqu'il nous reste plus de temps, comment se passe pour Paul Racine quand le maréchal est emmené par les Allemands, puis donc il assiste en captivité, il assiste à ça. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il se dit, puisque lui il part pas, il reste? Non, il reste. Et pour lui, comment ça se passe? Parce que tout de suite, Paul Racine ne va être l'objet d'aucune poursuite après la guerre.
Et là, on peut penser qu'il va échapper à toute forme de poursuite parce que Paul Racine a rendu un certain nombre de services à la place où il était, notamment au sein du mouvement des prisonniers. Mais on lui dit quand même de quitter Vichy, que c'est plus sûr. On lui dit de quitter Vichy parce que Comment la situation. Vichy il quitte Vichy. Je veux dire, il prend son vélo, il va prendre un train à Clermont-Ferrand et à Clermont-Ferrand, il monte dans un train qui l'amène à Marseille. Et il se retrouve à Marseille. Il reste quelques jours à Marseille. Entre-temps, il apprend que des FTP sont venus frapper à sa porte pour essayer de l'arrêter. Il ne reste pas à Marseille et il va se mettre au vert en Savoie pendant quelques mois. Et de là, il reviendra ensuite à partir de la mi-45 à Paris. Où il entamera une carrière. Chez Balmain. Dans la boîte, chez Pierre Balmain, qui était un ami de l'École nationale des arts décoratifs. Et donc il avait un boulot donc dans la mode, un milieu de la mode, dans la communication et le marketing. Voilà. Et il est l'inventeur. Et il est l'inventeur d'un parfum, enfin en tout cas d'un nom de parfum qui a été un des grands parfums de l'après-guerre, qui s'appelait Vent Vert, qui avait été conçu par un grand nez de l'époque, qui était une femme, Germaine Cellier. Voilà. Alors donc nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. Vous allez nous retrouver dans quelques minutes en deuxième partie en direct avec Charlotte Dornelas. Et moi je vous retrouve demain pour la fête de la courtoisie. Donc achetez cet ouvrage, Paul Racine, Entretien avec Arnaud Benedetti, J'ai servi Pétain, le dernier témoin, aux éditions du Cherche-Midi, puisque nous avons fait qu'aborder quelques points survolés. Et si vous voulez tout savoir, il y a encore plein d'autres choses passionnantes dans le livre. Donc merci chers auditeurs, merci Arnaud Benedetti d'avoir accepté mon invitation, et merci à Franck qui a réalisé cette première partie d'émission.